Salut à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Fascan, toujours en direct de la plage Majestic 71. Les pieds dans le sable ou presque, on n'a pas résisté avec ce grand soleil sur la croisette, ça fait plaisir. La rédac d'Allociné est représentée par Corentin, Vincent et Vincent. Merci de m'accompagner à nouveau aujourd'hui pour vous faire vivre le Festival de Cannes de l'intérieur, les films, nos rencontres, nos coups de cœur, les coulisses. Vous saurez tout ou presque et surtout posez-nous vos questions. Voilà, on est équipé avec nos smartphones. On va suivre vos questions, vos commentaires, likez, commentez, partagez. On vous surveille. Au sommaire du jour, une métamorphose, des révélations choc, un instant tendresse, le retour d'un césarisé et il sera aussi question de diversité en fin d'émission. Mais d'abord, on va commencer avec un acteur qui a du chien. Et cet acteur qui a du chien, on le retrouve dans un film en compétition que tu as vu ce matin. C'est ça, Vincent. Oui, tout à fait. On parle de Dogman, le nouveau film de Matteo Garrone, le réalisateur de Gomorrah notamment, qui a déjà reçu 2 grands prix à Cannes avec Reality et Gomorrah justement en 2008. Là, il revenait avec son nouveau film justement qui s'appelle Dogman et qui raconte l'histoire d'un toiletteur pour chien qui se fait brutaliser par une petite frappe, on va dire. C'est en fait la brute, la brute de la ville, quoi. La brute du quartier. Et donc ce toiletteur, c'est un homme malingre, tout petit, gentil, qui adore les chiens, qui a une petite fille et qui la gâte parce que c'est son seul, on va dire, c'est sa seule façon de survivre dans ce monde un peu dégueulasse, dans une banlieue, je crois que c'est la banlieue de Rome, qui est complètement en ruine. Et du coup, il y a une petite frappe qui vient le brutaliser à chaque fois pour lui demander de la coke. Il est complètement sous coke, c'est un personnage complètement... c'est une armoire à glace qui vient, il le prend par le cou, il lui dit vas-y, file-moi de la coke. Le petit, il peut rien faire, il dit d'accord, je te donne tout ce que tu veux, mais lâche-moi. Quoi. Ah, quand même, il a de la coke sur lui, quoi. Oui, il fait des petits... il se débrouille, quoi. Il se débrouille. Il survit dans la banlieue de Rome, quoi. Et du coup, l'histoire c'est ça, et petit à petit, il va en avoir marre de se faire humilier, et il va vouloir se venger. Voilà. Ouais, exactement. Le grand intérêt du film, c'est le personnage principal, interprété par Marcello Fante. Fante, que tu viens de rencontrer d'ailleurs. Tout à fait. Et il est absolument formidable. C'est-à-dire, il est dans tous les plans quasiment. Lui aussi, on parlait de Félix Marito hier, mais lui, il est quasiment dans tous les plans également. Il se dégage un truc qui est proche des grands acteurs italiens, les Toto, Alberto Sordi. Vous savez, en fait, un mélange entre un charisme indéniable et en même temps un côté humain et pathétique. En fait, il vous fait pitié, mais en même temps, on l'adore, ce personnage. Et on prend évidemment fait et cause pour lui. Parce que la brute est vraiment une brute épaisse, on a brute fini, etc. Quoi. Donc, Et alors, j'ai rencontré justement Marcello Fante il y a quelques minutes et il nous a raconté une petite anecdote hyper sympa. C'est que quand il a débuté pour le cinéma, il a été figurant pour le film Gangs of New York de Martin Scorsese. Il avait 18 ans, il m'a dit. Et quand il est allé faire ce petit rôle, il savait pas du tout qui était Martin Scorsese. Il croyait parce qu'ils l'ont tourné en Italie. Oui, à Cinecittà. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, il savait pas du tout qui c'était. D'accord. On lui a dit oui, c'est Martin Scorsese. Et en fait, il pensait que c'était Scorsese, c'est-à-dire l'écossais. Donc il savait pas du tout, parce qu'en italien, Scorsese veut dire écossais. D'accord. Donc du coup, il croyait que c'était ça, et du coup, il savait pas du tout qui c'était. Il y allait, il a fait son petit rôle. Et à un moment, il voulait prendre une photo avec DiCaprio. Et il y a Daniel Day-Lewis qui passe. Et il savait pas du tout qui c'était. Il demande à Daniel Day-Lewis, est-ce que vous pouvez me prendre en photo avec DiCaprio? Et du coup, Matteo Garrone a la photo sur son téléphone et il m'a montré. Et c'est vraiment, c'est génial. Génial, ouais. Et entre-temps, il a fait quoi entre ça et Dogman? Alors, il a fait quelques films, notamment chez Alice Rohrwacher et L'Intrusa, qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi. D'accord, oui, voilà. Sorti en fin d'année dernière. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, c'était une pure anecdote, ça. Ouais, c'était vraiment une pure anecdote. J'aime tes anecdotes, Vincent. Et pur film en plus. Pur film. Donc voilà. Oui, voilà. Excusez-nous, c'est la Palme d'Or. En fait, on est bête là. Mais... Alors quand est-ce qu'on pourra voir la future Palme d'Or? Alors la fameuse question piège, est-ce que vous avez révisé? Ça sort bientôt? Eh bien, oui. Le 11 juillet. Ah oui, le 11 juillet. Le 11 juillet. Pour une fois, oui, le film sort assez tôt dans le calendrier des films cannois qui sont en général des fois en octobre, en septembre. Ouais, donc là, 2 mois d'attente.
Très bien. On a juste un doute. Est-ce qu'il a la palme ou le prix d'interprétation? C'est ça. On a juste un doute, mais en tout cas, il a l'un des deux. c'est D'autant sûr. que le prix d'interprétation, ça va être serré. En tout cas, oui, en Oh, tout cas quelle sur, transition pardon. Attention, Oui. t'es en train de casser sa transition là. Oh non Faites très Oh attention à ce que Ouais. ça fait. Hein. Ça y est, on dit plus rien sur Parce qu'on Dogman. avait tout préparé. Il y a l'acteur qui a du chien et puis il y a l'acteur on fire. Pourquoi on fire? Parce qu'on va parler de Burning. Oh, c'est Ouais. beau. Il y a du gros, il y a eu du gros Très, boulot là. très lourd. Voilà, parce que Burning, moi, c'est un film de la compétition qui a été projeté hier soir. Et c'est un film vraiment, vraiment beau visuellement. Et surtout, il y a un comédien qui est remarquable parce qu'il on a l'impression qu'il a qu'une expression parce qu'il joue un personnage qui est qui va à l'essentiel, tu vois, qui est pas forcément très élaboré, etc., qui a pas énormément de culture, et il a presque, on se demande presque s'il a pas un certain autisme parce qu'il parle à très peu de gens, etc. Et en même temps, donc il a un visage qui ne bouge pas, et en même temps, il arrive à transmettre les émotions, des émotions très différentes, que ce soit au niveau de ses sentiments amoureux, des moments où il est en colère, où il est frustré. Pourquoi il est frustré? Parce que l'histoire est un triangle amoureux sur fond de thriller. D'autant qu'on découvre très rapidement dans le film que l'un des trois, deux hommes se disputent la même femme, et l'un des deux hommes révèle à l'autre homme qu'il est accessoirement... Il a des petites tendances à la pyromanie, hein, il aime bien mettre le feu à des trucs, et du coup l'autre commence à flipper et se dit comment je vais réussir à extirper celle que je veux être ma copine de ce mec-là, quoi. Voilà. Bon, les retours, les commentaires sont timides pour le moment. Beaucoup de personnes nous disent bonjour ou salut les Men in Black. Voilà. Eh ben, bonjour quand même. Alors, oui, c'est vrai. alors, Non, non, les mais lunettes, il faut voilà. préciser que c'est un peu une obligation, Ouais, ouais. hein, parce qu'il y a énormément de Ouais. lumière, et comme on a les yeux très sensibles, on est un peu obligé. Mais On regardez, avait tenté en regardez. live. Hop là, Ouais. hey, je Ouais. peux le faire, mais pas longtemps. Il Voilà. a des yeux, dis donc. Si vous avez des questions sur les films qu'on est en train de commenter, n'hésitez pas. Et moi, ma question, c'est quand est-ce que ça sort? Est-ce que tu as préparé? Bien sûr, Voilà. ça sort fin août. Parfait. Voilà. Bon, bah, Fin voilà. août dans vos salles. Burning, Bientôt. ça s'appelle. Je crois le 29 août. Oh, c'est Oh. bien. C'est bien. Vous avez bien bossé. On enchaîne toujours avec un acteur qui, cette fois-ci, s'est métamorphosé. Dans le sommaire, je parlais d'une métamorphose. Ah oui. De qui parle-t-on, Vincent? Je crois que c'est toi qui as vu ce film. Tout à fait, on parle d'un certain Alex Lutz, donc que vous connaissez plus pour la pastille Catherine et Liliane sur, oui. sur Canal+. Imitation, non? Quelqu'un? Non, je Non, ne ça risquerai va. pas Non, parce non, que on bon, va Même, éviter. même moi, je m'y risquerai pas. Hein. Pour ceux qui ont suivi les live canoës, vous savez que je ne recule devant rien. Mais là, je m'abstiens quand même. Et là, du coup, il revient avec un deuxième film qui s'appelle Guy, qui est une espèce de documentaire sur un vieux chanteur de variété française et qui va être suivi par un documentariste. Et Alex Lutz s'est métamorphosé pour ce rôle en vieil homme de 65-70 ans, avec un maquillage extrêmement bien fait, c'est vraiment Parce bluffant. que ça pourrait vite être ridicule si c'était vraiment un peu Oui, collé. Là, c'est crédible. Là, c'est extrêmement crédible. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à, je sais pas, vraiment un vieux chanteur qui nous raconte son parcours, qui est là un peu grivois. Voilà, il est extrêmement drôle, un film extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, bien joué. Et il y a aussi Alex Lutz a réussi aussi à faire une vraie bande originale. C'est-à-dire qu'il chante carrément dans c'est ce lui qui film-là. chante. Des fausses chansons. du coup. Exactement, Ouais. des C'est fausses lui qui chansons. chante pour de vrai. Oui, Ouais. parce que peut-être pas, mais moi je reconnaissais sa voix en tout cas dans les chansons. Peut-être qu'il a quelqu'un l'a Non, mais imité. il chante très bien parce que dans Il chante, son ouais. dernier spectacle, il chantait un peu et il chante Bah alors très je bien. pense que c'est vraiment lui parce que c'est extrêmement bien chanté. Et du coup, il a réussi à faire une espèce de faux documentaire assez conceptuel, mais très très drôle. Donc, Est-ce que tu penses que c'est inspiré de la vie d'un vrai chanteur? Enfin, est-ce qu'il s'est basé sur quelqu'un en particulier? je pense que ou c'est surtout c'est un mix de c'est un plusieurs mix personnes de beaucoup de chanteurs français, que ce soit. Mais surtout, je suis pas hyper calé en musique, mais je sais pas, je dirais peut-être un Guy Béard, ce genre de chanteur un peu populaire, très populaire. Genre Michel Delpech, Voilà, ce genre exactement, de personne, ce ouais. genre de personnage. Et c'est vraiment très très caustique, très très grinçant. Il y a pas mal de punchlines bien senties. Et du coup, ça sort le 29 août aussi, donc pas très très longtemps. C'est un faux documentaire, mais c'est une comédie. Donc, C'est une avant comédie, tout. oui, carrément. Et pour un petit avant-goût, je vous invite à googliser sur YouTube, enfin googliser tout court, Guy Alex Lutz, parce que vous tomberez sur un sketch qu'il avait fait pour La Nuit des Molières, où il s'était mis dans la peau d'un personnage aussi âgé. C'était Ouais. pas un chanteur, mais c'était un acteur. Oui. Et avec apparemment des blagues un peu similaires à ce qu'on peut voir dans le film. Oui, c'est ça. Il y avait déjà du Guy Jamais dans ce sketch-là. Oui. La façon de marcher, la façon de parler. Il a une espèce de diction très spéciale. C'est vraiment très très drôle.
Alors à mon tour de vous parler d'un coup de cœur. Dans le sommaire, je veux parler de Révélation Choc. Ça concerne un film que je suis allée voir hier soir en séance de minuit. C'est un documentaire qui s'appelle Whitney. Whitney comme la chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années. Bah voilà l'imitation. Donc on reste dans la thématique de la musique. Alors c'est difficile de résumer ce documentaire parce qu'on passe de moments assez euphorisant, où on retrouve certaines de ses chansons qu'on aime, on la voit s'éclater sur scène, on voit l'époque où elle avait chanté pour le Super Bowl, qui était vraiment un gros événement dans les années 80, ça avait vraiment marqué. Et puis il y a aussi des phases beaucoup plus sombres. Il y a des anecdotes marrantes, par exemple, on apprend que, je crois que c'est en Angleterre, il y a deux voisins qui ont porté plainte l'un contre l'autre parce que le voisin écoutait Whitney Houston en boucle trop fort. Donc il y a des trucs un peu what the fuck, un truc aussi, des trucs politiques aussi. Il y a plein d'anecdotes et il y a des archives très rares. Mais surtout, il y a beaucoup de révélations sur la vraie personnalité de Whitney Houston, par exemple par rapport à sa sexualité. Elle a été mariée à Bobby Brown, mais elle avait un peu une double vie, donc il parle de ça. Et il y a aussi des révélations sur sa jeunesse, puisque le documentaire commence en nous expliquant que elle a eu une jeunesse heureuse, elle a commencé à chanter très tôt, et en fait, vers la fin du documentaire, on apprend qu'elle a été violentée par quelqu'un de sa famille. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des révélations totalement inédites. Donc il y a eu un énorme boulot de la part du réalisateur Kevin MacDonald, qui avait déjà fait le documentaire Marley. Donc voilà, si vous aimez les documentaires musicaux, que vous aimez Whitney Houston, ça sort en salle le 22 août. Voilà, on ira. En séance de minuit. Whitney Houston, quoi. Ouais. Bodyguard. Bodyguard, bah oui. C'est fou. Il y avait la liste de tous les disques, tous les disques qu'elle a vendus, les records qu'elle a battus. C'est impressionnant, comme elle a pu marquer l'histoire de la musique. Donc c'est bien aussi de se voir rappeler ce palmarès qui a été entaché par sa fin de carrière, où on a retenu un peu ses frasques, quand elle est arrivée sur scène et qu'elle était incapable de chanter. Donc il y a des séquences assez dures, mais aussi c'est assez joyeux de la voir dans sa période. Ça peut rappeler un peu le documentaire Amy qu'il y avait eu oui, sur Amy Winehouse, peut-être. Exactement, c'était déjà montré à Cannes aussi. Et effectivement, c'est aussi poignant, aussi fort. Voilà. Et j'enchaîne sur d'autres révélations choc pour vous raconter une rencontre que j'ai pu faire hier. Alors, juste après notre émission, j'ai couru à l'autre bout de Cannes pour aller dans la maison de Jack, la maison de The House That Jack Built. Vous vous souvenez peut-être, c'est le titre du film de Lars von Trier qui est hors compétition ici. Et donc, je me suis retrouvée face à face avec Lars von Trier. Alors, je vais juste faire un tout petit peu de teasing parce qu'il y a un long article à retrouver sur le site. On fait un peu d'autopromo. Mais on se souvient de Lars von Trier qui avait donné une conférence de presse avec des propos polémiques qui lui avaient valu d'être persona non grata. Et donc, on pouvait se dire qu'il allait se calmer, éviter de dire un peu trop ce qu'il pense. Et non. Et non. Et non. Donc, il a parlé à nouveau d'Hitler, il a parlé de MeToo, il a parlé de ces accusations à l'encontre de la chanteuse Björk, de plein de choses, de la violence dans son film. Donc c'était une rencontre assez déconcertante, et sans filtre. Et peut-être un peu trop cash. Ouais. Alors parce que les gens ne savent pas, mais Brigitte, elle nous en parle depuis hier. Je vous saoule un peu, non? Non, mais elle nous a décrit un personnage très très inquiétant, en même temps un vieillard, mais en même temps une personne extrêmement méchante et assez et très très vive en même temps. Ouais. Oui, c'est assez étonnant. Il est assez frêle. Il tremble un peu. On sent qu'il a sans doute fait des excès dans sa vie et donc voilà, il est pas au top de sa forme. Et d'ailleurs, il a dit pendant l'interview qu'il sortait d'une dépression. Donc voilà, c'est assez étonnant ce décalage entre une personne qui a l'air assez fragile et qui en même temps sort des choses assez cash et assez violentes. C'est un peu à la Welbeck, quoi. On se dit il va rien faire de. Ah bah si, quand même, il sort d'immonde saloperie. C'est vrai qu'il a il peut être extrêmement touchant extérieurement avec sa bonhomie, un peu sa façon. Méfie-toi, Vincent, méfie-toi. Voilà, mais finalement, je l'ai presque trouvé touchant, mais je me dis, mais c'est horrible. C'est le syndrome Gainsbourg. Voilà, il dit des choses choquantes et en même temps, on le trouve touchant. Donc c'est vraiment déstabilisant.
Voilà, après cet instant révélation choc, j'aimerais qu'on passe à un instant tendresse. Ah, c'est l'instant bisous. Voilà. Bah, on aime ça, nous. Les bisous et les enfants. Les bisous et les câlins. Voilà, Donc j'arrête c'est ça. de parler un peu parce que j'ai monopolisé avec mes révélations. Voilà. Mais Vincent, voilà, c'est à ton tour. C'est quoi cet instant tendresse? Ah, c'est un instant tendresse très très tendre, très très joli parce que j'ai pu découvrir le nouveau film de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Oh Mamoru. Ah. Voilà. Et qui a présenté à la quinzaine des réalisateurs son nouveau long métrage d'animation qui s'appelle Mirai, notre petite sœur. Donc, qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 4-5 ans qui doit faire face à l'arrivée de sa petite sœur bébé et qui est jaloux et voilà, qui va s'inventer tout un monde pour essayer justement de dépasser, on va dire, cette jalousie et de grandir. Et c'est un film, comme toujours chez ce cinéaste, très beau, très riche visuellement. C'est un peu un espèce de conte de Noël à la japonaise, le conte de Noël de Charles Dickens. Et c'est extrêmement beau, extrêmement touchant, très poétique. Et ça fait plaisir de voir justement qu'il y a le cinéma d'animation japonais représenté à Cannes, parce que ça faisait depuis 6 ans, je crois, et la présentation de La Princesse Kaguya de Takahata, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Du coup, ça fait extrêmement plaisir de voir enfin un film d'animation un peu de grande ampleur à Cannes. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça va sortir, c'est certain. Si c'est très beau, ça va sortir. Voilà, c'est ça. Croiser les doigts. Je vais rencontrer le réalisateur demain et on pourra peut-être lui poser la question s'il sait quand le film pourra sortir en France. Et d'ailleurs, petite anecdote, Mamoru Hosoda est un des réalisateurs de la série Dragon Ball Z. Donc on pourra peut-être lui poser quelques questions sur son travail, sur cette série qui est très populaire. Voilà. Donc c'est cool. Bah évidemment. Alors on a Chuck qui nous suit fidèlement et on le remercie, qui nous fait revenir au film Guy dont on parlait tout à l'heure, la clôture de la semaine de la critique, qui dit jamais 203, est-ce que Alex Lutz pourrait mériter un prix d'interprétation lui aussi, ou est-ce que le maquillage sera un désavantage? Ah non, le maquillage n'est pas du tout un désavantage parce qu'ils se font totalement dans un rôle. On voit plus Alex Lutz, on voit Guy Jamais, vraiment. Donc peut-être que, en tout cas, à Cannes, en tout cas, il n'y aura pas de prix d'interprétation parce que son film était à la semaine de la critique. Et peut-être au César. Il a de bonnes chances d'éventuellement d'être dans les nommés, mais de le gagner, ça sera toujours compliqué parce que ça reste une comédie et bon, dans César, c'est pas trop le cas. C'est pas trop leur cam. Voilà, c'est pas trop leur cam. Mais en tout cas, non, le maquillage est extrêmement bien fait. On n'a pas Alex Lutz devant nous, on a Guy Jamais et c'est vraiment, voilà, c'est bluffant. Et Chuck toujours nous demande s'il y a un prix d'animation à Cannes, mais ça je me permets de lui répondre directement, ça n'est pas le cas, il sera mélangé avec tous les autres films. Et Laetitia de la rédaction qu'on salue nous dit que Mirai sortira au 2e semestre 2018. Voilà, donc on a l'info en direct. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Bah oui, on verra. Donc ça c'est un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs et à mon tour de faire un petit focus sur un film de cette section parallèle pour vous parler du retour d'un Césarisé. C'est Philippe Faucon, rien à voir avec le Faucon Millennium, fallait que je le place par rapport à Solo l'autre jour. On a à voir avec l'actrice de Millennium. Qui est Mira Apache. Ah, oula, wow. Voilà, c'est vraiment dangereux. Donc il est venu présenter son nouveau film qui s'appelle Amine. Alors il était déjà venu il y a quelques années à la quinzaine des réalisateurs pour Fatima. C'est donc ce film qui a été multi-césarisé. Si vous connaissez son cinéma, c'est un cinéma assez pudique. C'est plutôt des portraits de personnes qu'on voit assez peu au cinéma. Il s'intéresse beaucoup à la thématique de la diversité au sens large. Et là, c'est le cas à nouveau. C'est l'histoire d'un Sénégalais qui vient en France pour travailler et qui laisse sa famille au pays. Et il va faire une rencontre en France en la personne d'Emmanuel DeVos. Et ça va un petit peu chambouler son quotidien. Alors ça, c'est quand même une nouveauté chez lui parce qu'habituellement, il ne joue il fait jouer que des acteurs assez inconnus. Emmanuel DeVos, c'est comme une nouveauté. Exactement, mais il a la qualité de repérer en revanche des acteurs ou des actrices qui pourraient percer par la suite, et c'était le cas de son précédent film Fatima qui a révélé Zita Enro. Mais effectivement, c'est une première pour lui d'avoir une actrice de haute renommée. Et il a également convoqué une jeune fille qu'on voyait dans le dernier film de Michael Haneke. Je crois qu'elle s'appelle Fantine. C'est une jeune actrice belge qui était merveilleuse Elle était bien, dans ce rôle extrêmement difficile de Happy End. Alors c'est presque le happy end pour nous justement. Encore un mot sur la diversité parce que donc tous les jours on essaye de faire un coup de projecteur sur les événements
autour de la compétition. Et ce matin, justement, j'ai eu l'opportunité de me rendre à un événement qui parle de diversité. C'était la présentation du livre « Noir n'est pas mon métier ». Vous en avez peut-être entendu parler, c'est sorti au début du mois. C'est une dizaine d'actrices noires qui ont décidé de témoigner de la situation du cinéma français en particulier, et où constamment, quand on décide de faire appel à une actrice noire ou métisse, c'est toujours pour des seconds rôles, toujours pour un peu des rôles de faire valoir, et on les met très rarement dans les rôles principaux. Et oui. Voilà, donc il y a un livre qui est disponible dès à présent en librairie. Est-ce que c'est suivi des faits ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a une est-ce que ça va déboucher sur un... Ça crée un mouvement. Alors justement, un truc un peu plus concret, je veux dire. C'était l'objet de cette présentation. Donc oui, parce que je craignais un petit peu ça aussi, juste ce témoignage et point. L'apparition d'un bouquin, là. c'est bien, mais ce sera pas suffisant, quoi. Non, l'idée déjà, c'est de faire quelque chose de symbolique. Donc déjà par ce livre et par une montée des marches qui avait lieu hier soir. Et donc elles sont toutes montées et ont fait des photos un peu engagées, le point levé. Et surtout, en fait, elles ont créé un collectif. Donc ça va pouvoir déboucher sur peut-être des discussions, négociations. Peut-être, je ne sais pas si ça sera le cas, mais pourquoi pas essayer d'aller dans le sens de quotas dans le cinéma français. Ça existe dans le cinéma, à la télé américaine, donc pourquoi pas le cinéma français. Et il y aura une marche le 23 mai à Paris, où elle convie tout le monde, pas que des actrices, pas que des personnes noires. Tout le monde peut participer pour attirer l'attention sur le fait que il y a encore une discrimination. Il manque de diversité. Ouais. Moi je trouve qu'il se passe un truc absolument génial à Cannes cette année. On a la vie, en fait, qui rattrape le cinéma. Et c'est quand même extrêmement positif, quoi. Je trouve ça... Voilà, c'était juste mon petit... Voilà, non, mais si, on a vu, mon petit grain de sel. On a vu qu'il y avait le pacte signé par le festival pour bon, la parité, on en a eu plein sur il y a eu énormément d'événements. Il y a eu la marche des 82 femmes. Voilà, il y a eu des événements qui ont effectivement rappelé l'actualité et rappelé ce que c'est aussi ce que sont aussi les problèmes du cinéma actuel, quoi. On a mis tout, on a la marche des femmes, enfin la montée des marches des 82 femmes, on a la diversité avec les acteurs et actrices noirs, pardon. Non, mais c'est formidable. Et comme le signalait une des comédiennes ce matin à la présentation de Noir n'est pas mon métier, cette année, il y a peut-être davantage de films qui reflètent la diversité aussi. Donc il y a déjà des progrès. Il y avait notamment le film Rafiki à un certain regard, qui était un film kényan. Il y a le film Yomedine qui est en compétition. Il y a un peu plus de diversité. Je prends juste la réaction de Gauthier, on te salue également depuis la rédaction, qui me dit que la jeune fille dont je cherchais le nom tout à l'heure s'appelle Fantine Arduin et qu'elle jouait également dans La Brume. Voilà pour être très complète sur le sujet. Voilà. Ah, c'est la gamine dans La Brume. Enfin, c'est le petit enfant bulle. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est ça, d'accord, ok, d'accord. Elle était pas très bien dans La Brume avec Romain Duris, qui doit encore être en salle, je pense. Oui, un petit dans peu. quelques salles. Dans quelques salles, ouais. Battez-vous pour le voir. Alors je crois qu'il est déjà temps de se dire au revoir, mais avant tout un petit teasing. Demain on vous invitera à un tour du monde des projets les plus what the fuck au marché du film. Alors rien que pour ça, revenez. On vous parlera de la clôture de la quinzaine des réalisateurs à laquelle tu vas te rendre, Corentin, ce soir. Et on continuera avec les films en compétition, notamment Un couteau dans le cœur. Ça promet de secouer un petit peu puisque ça se passe dans le milieu du porno gay. Donc on demande à voir. Et on va essayer de s'incruster à une soirée aussi. Donc si ça marche, on vous racontera ça demain. C'est ça. Si on se fait refouler, on vous racontera quand même, mais ce sera plus court. Voilà. Et puis on parlera également du retour d'une palme d'or, Nouri Bilge Ceylan, qui revient avec Le Poirier sauvage. Et je vous parlerai de Terry Gilliam aussi. Ah oui. Voilà, qui revient présenter, qui vient présenter son Don Quichotte maudit, voilà, qui sort enfin. Et on a Brigitte, elle va nous reparler de Lars von Trier. Non, mais non, j'ai compris que je vous saoulais. Donc, mais c'est quand même un événement. Évidemment, c'est une bien personnalité sûr. très rare. Bien donc, sûr. Avec Vincent, sur le site, c'est extraordinaire. Et puis allez voir tous nos articles parce que on se démène pour vous faire vivre à la fois dans cette émission et sur le site tout ce qui se passe ici. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ces articles. Et avec Vincent, on vous reparlera de Dogman. Évidemment. Voilà, encore et encore.
Donc, Arrêtez, sinon je parle de Spike Lee. Hein. Ah oui, toi, voilà, c'est Vous toi, savez de quoi je suis capable. En 3 mots. On vous donne donc rendez-vous demain aux alentours de 16h, toujours en direct de la plage Majestic 71. Et avant de vous dire au revoir, on salue donc l'équipe. Merci à tous les trois On serait de pas m'avoir grand-chose C'est un sans eux. plaisir. accompagné à nouveau. Merci pour vos commentaires. Coucou à la rédaction qui nous suit depuis Paris. Et puis merci également à Constance et Julien à la réalisation. On fait coucou à Caroline qui est venue nous rendre visite. Et on remercie ADR Prod et Forecast qui nous aident aussi à réaliser cette émission. Merci beaucoup. À demain. Salut. Salut.